Le livre qui parle vous propose d'écouter Armen, de Jean-Pierre Abraham, dit par Yves Adler, enregistré par Robson Galdino, avec l'aimable autorisation des éditions Le Tout sur le Tout. À ma mère. J'ai toute la nuit devant moi. Il n'y aura pas de brume. L'horizon est clair, on voit tous les feux. Le vent est remonté au nord, mais la houle demeure et le phare tremble par moments dans le bruit. Ma lampe est tombée tout à l'heure. Je n'ai pas vu qu'à chaque secousse, elle se rapprochait un peu plus du bord de l'établi. Elle a basculé sur mes genoux, puis sur le socle de fer. La chambre de veille a pris cet aspect fantastique que je n'aime pas. Les ombres et les lumières tombant du feu tournant courent sur les boiseries. Certaines semblent venir d'en bas par l'échelle de la salle des machines. L'armoire de cuivre et les roues dentées du mouvement d'horlogerie, les volutes de la rampe étincellent. Tout le reste est noir. Les verres de lampe de rechange sont dans la chambre de Martin. Je ne ferai plus rien cette nuit. Cela ne va pas très bien, c'est ce que je voulais dire. Il y a un grand oiseau qui tourne autour de la lanterne. Il glisse contre les vitres en battant des ailes, s'écarte, se fait prendre dans un des faisceaux de lumière, tourne avec lui, plonge à nouveau vers le feu. Il ne crie pas. Je suis sorti sur la galerie pour mieux le voir. C'est un oiseau brun, je ne connais pas son nom. Le feu de Saint est trop net, le mauvais temps va revenir. Plus tard, avec les vents de terre, nous aurons des milliers d'oiseaux et la brume. 5 heures. 16 heures m'ont paru vides. J'écrirais bien n'importe quoi. Je suis monté plusieurs fois dans la lanterne et j'ai tourné lentement avec le feu, m'appliquant à demeurer dans la zone d'ombre derrière les 3 panneaux éblouissants. On ne peut être plus invisible. Maintenant le froid monte, l'aube approche, l'oiseau est blotti sur les 3 murets au bas des vitres et regarde le feu fixement. De l'intérieur, engagé à mi-corps dans le trou d'accès à la lanterne, je l'ai observé de près. Il y avait juste l'épaisseur de la vitre entre nos yeux. Il ne bougeait pas, il m'énerve. 18 novembre. Il y a un moment du soir que les lampes aggravent. Le visage de Martin, je l'ai regardé rapidement ce soir. Il se détache sur la faïence blanche et très abîmée des murs de la cuisine. Je ne voyais pas ses yeux. Il lit depuis 15 jours déjà ce vieux journal dans lequel était enveloppé son tabac le jour de la montée. Sur la première page, on voit la carcasse encore fumante d'un bâtiment qui ressemble à la gare de Lyon, avec en arrière-plan un profil confus de collines. Son nez surtout est très beau, magnifiquement courbé. Il y a une ombre qui bouge sans cesse au coin de sa bouche, à son insu. Martin est muré. Cette ombre-là tremble, devient d'une fragilité pitoyable quand il sourit. Parfois elle s'étend, mange les joues et les yeux immenses. Martin a un visage bleu et gris-argent. Enfant, j'étais poursuivi par de tels visages dans des musées espagnols. Il y a un moment où les lampes non seulement n'éclairent rien, mais brouillent le reste de lumière du jour. Le contour des objets devient flou, les visages sont hagards, les gestes maladroits. On est toujours pris un peu au dépourvu par l'arrivée de la nuit. On se hâte sans rien dire qui puisse effrayer l'autre, et puis la flamme des lampes n'a pas plus d'importance que les boutons de cuivre des coffres. On regarde l'heure, elle vient. Martin se lève en poussant un long soupir qu'il veut cocasse. Il a une sorte d'humour. Il empoigne sa lampe et après m'avoir salué cérémonieusement, l'air figé, il s'engage dans l'escalier. Le bruit des sabots cloutés sur les marches de granit me serre le cœur, m'enthousiasme de façon incompréhensible.
Il faudrait aussi parler de la lumière qui règne dans cet escalier, une lumière de cloître. J'ai peur qu'un sabot n'accroche une marche, que le rythme se casse. Il me semble que la nuit tomberait d'un seul coup. Martin doit le savoir. Il fait sonner clairement chacun de ses pas. Le bruit décroît lentement, change de ton lorsque Martin traverse la salle des machines, 3 coups plus secs sur le carrelage, s'assourdit dans l'escalier de fer qui mène à la chambre de veille et s'éteint. On ne monte pas en sabot dans la lanterne. La lumière de l'escalier est douce toute la journée. Elle entre par d'étroites lucarnes orientées à l'ouest, disposées régulièrement à chaque demi-étage. Le soir, parfois, tout s'illumine. La cuisine n'est jamais claire. On ne peut relever qu'à moitié le panneau de bronze qui protège la fenêtre en cas de mauvais temps. Au-dessous, dans le magasin, le hublot de verre dépoli ne laisse pénétrer qu'un peu de lumière glauque. En bas, il fait noir, entre les cuves à pétrole et les cuves à eau dans la coursive d'entrée. Là se trouve la trappe de fer qui donne dans l'ancienne soute à charbon maintenant noyée, paraît-il. Martin est appuyé contre le montant d'une vitre dans la lanterne et regarde vaguement la mer, bouleversée à l'ouest. Le feu chante. La flamme du foyer que l'on aperçoit sous le brûleur dans un miroir est bleue et fixe. L'optique, immobile encore sous sa housse blanche. Le soleil a disparu. Un peu de vent ronfle dans les ventilateurs de la coupole. On remonte le mouvement d'horlogerie. Le poids, qui repose au fond de son puits dans le mur à la hauteur de la cuisine, heurte lourdement la paroi en se redressant au premier tour de manivelle. Dans l'escalier, les pierres s'assombrissent. Il faut que je dorme un peu avant minuit. Des questions vaines. Pourquoi la vue d'une lampe allumée en plein jour glace-t-elle le cœur? Pourquoi suis-je toujours fasciné par le partage des ombres et des lumières? 19 novembre, 0h15. Des écorces d'orange brûlent dans le cendrier juste à la lisière des ténèbres. Le vent est plus fort. Il est venu au sud cet après-midi à l'étal de basse mer. Vais-je continuer à écrire ainsi sans savoir pourquoi? Depuis 3 nuits avec ma lampe, je veille un mort apparemment. Je me fais des nœuds dans les cheveux jusqu'à ce que, exaspéré, je les coupe. Je vais me regarder dans la glace. 21 novembre, 5 heures. Sans m'en rendre compte, je suis entré dans l'hébétude de ces vieux marins. Naguère encore, quand je retrouvais l'île après 20 jours, je les admirais tous, alignés sur le quai nord, immobiles, l'œil fixé sur un point de l'horizon. Je les imaginais pleins de sagesse et de souvenirs. Je sais maintenant qu'ils sont sans pensée. La mer est entrée par leurs yeux, leur a vidé lentement l'intérieur de la tête. Parfois, ils ont la chance d'aller au café boire un verre, mais là encore, au milieu des conversations lentes, à travers les vitres, leur regard est happé par la dévorante. Ils sont rapidement ivres. Je voudrais savoir s'ils ont connu en mer ce moment où la peau s'amincit ne fait plus obstacle à la lumière. Il y a un instant où ces types ont dû frissonner. Est-ce que c'était trop tard? Je ne peux plus regarder la mer, dit Marion, le beau parleur. Pendant mon dernier congé, j'ai été surpris de le voir bredouiller à plusieurs reprises, hésiter, se passer la main sur la figure. Il ne sortait plus de son atelier. Il avait renoncé à son tour de l'île quotidien et faisait hurler de la musique sur un vieil appareil à pavillon objet rare. Il grossissait. Le jour de mon départ, il m'a accompagné sur le môle, m'a aidé à rassembler les vivres. Comme j'embarquais, il m'a dit « L'hiver sera dur pour nous », avec un air que je ne lui avais jamais vu. 22 novembre, 14 heures. Là-bas, des jupes de toile, des habits de drap, ici la houle. Martin respire par la bouche, les lèvres serrées sur un infâme mégot. Cela se transforme parfois en un sifflement insupportable. Ce matin, Martin était haletant. Et moi, maintenant, j'écoute aussi mon souffle. Je suis venu m'asseoir dans la cuisine, je n'ose plus bouger, ce sont les heures désespérantes de l'après-midi. La houle est arrivée au point de l'aube.
De ma couchette dans le noir, j'ai entendu le premier coup suivi d'un long silence. La houle de nord-ouest. Je n'ai plus dormi. Nous sommes prisonniers pour longtemps peut-être. Il n'y a pas un souffle de vent. Houle a dessiné précise comme un feuillage. Elle déploie maintenant tous ses fastes, s'enroule et s'écrase contre le soubassement, créant autour du phare une vaste plage d'écume dont l'éclat est insoutenable sous le soleil. De grandes lueurs passent sur le plateau, trouent la pénombre de la cuisine, illuminent des objets tranquilles. Dans l'interminable silence entre les vagues, je m'entends respirer trop vite. J'attends. Une petite tache de lumière apparaît sur le mur, dans l'embrasure de la fenêtre, bouge doucement, puis soudain se creuse, semble se lézarder, disparaît au moment où le bruit revient. Le soleil et la vague explosent en même temps. L'ombre et le silence remontent. Lumière, éclatement, silence et la tache blanche. Je ne veux plus la regarder. Je recommence. Il y a une boule noire à peine luisante, parcourue de courtes rides à chaque fois dans ce pot à café gris sur la table, ici. Elle ne tremble plus. Je voudrais dire autre chose. Respirer largement, souhaiter, renoncer, vague après vague. Peut-on être plus démuni? Dans l'escalier, la lumière ne frissonne pas. Le bruit s'atténue. Ici, tout simplement, on peut remarquer le déplacement du soleil. Guetté aux lucarnes, l'horizon est net comme la crête d'un mur tout proche. Je suis monté. Martin fait la sieste. En passant devant sa chambre silencieusement, les sabots à la main, sa porte était entrebâillée. Je l'ai vu l'espace d'une seconde. Il était allongé, tout habillé sur sa couchette, les yeux grands ouverts, regardant le plafond. Sans casquette, il a une tête effrayante, un crâne haut et très blanc sur lequel pendent quelques longs cheveux, une tête de noyer. Dans la lanterne, j'ai écarté les rideaux pour regarder encore une fois. Le ciel était étincelant. À 2000 dans l'est, la tourelle Namouik, le repère de brume, était aussi blanche que l'écume. On voyait nettement à l'horizon les maisons basses de l'île et au-dessus la pointe du Raz légèrement ocrée. À l'ouest, du côté de la bouée occidentale que l'on peut seulement imaginer, les longues barres lisses de la houle crevant par endroits sur des basses invisibles. Des arcs-en-ciel fugitifs passaient dans l'écume. Au nord, il n'y avait rien, au sud, un cargo lointain. Depuis longtemps déjà, la mer est grise, alors n'en parlons plus. Cependant, personne ne peut voir ce que nous voyons. Aucun bateau ne peut venir. 25 novembre. Relève, avec 2 jours de retard. La houle était forte encore. Une lame a submergé Martin sur le va-et-vient. Il a disparu quelques instants, puis je l'ai vu riant tomber sur le pont de la Véleda. Les matelots se sont jetés sur lui et l'ont maintenu solidement. La vedette roulait bord sur bord et parfois l'on voyait sa quille. Henri, mon ami, à la barre. Clette est montée, plaisir du pain frais. Rien de neuf à l'île. Un mot de Marion. Nous songeons à partir. On dit que la Mazarine a explosé d'un bloc, que le musée Carnavalet est consigné. Du moins, j'ai cru le comprendre. Clette déforme tous les noms, rit sottement. Il glissera un jour, tombera dans le courant et l'on ne retrouvera jamais son corps. 26 novembre, 17h. Calme. Parfois, Clette chancelle ou va de travers, il n'est jamais figé comme moi. Toute la matinée, nous avons travaillé sur le débarcadère pour nettoyer le treuil du va-et-vient. Le soleil était dur, à nouveau j'étouffais. Un court vent de nord faisait briller le flot montant. La mer glissait d'un bloc sans bruit et le ciel semblait la suivre. Seul ce phare dressé, inquiétant de loin, j'imagine. Nous qui l'habitons, nous sommes au secret. Je crois parfois participer à quelque chose de grave sans comprendre. Nous entrons dans la période des vives eaux et l'on aperçoit à basse mer un morceau de la roche rouge sur laquelle le phare est bâti. Armen, en breton, signifie la pierre. Qu'avait-elle de particulier cette roche pour qu'on la nomme ainsi parmi les dizaines d'autres qui émergent sur la base froide? J'aime ce nom.
Il faisait le même temps lorsque j'ai vu Armen pour la première fois. La mer était grise comme toujours lorsqu'on navigue sur un bateau de guerre. J'ai cru reconnaître cet endroit. J'ai souhaité vivre dans ce phare. C'était la meilleure façon pour ne plus le voir. Quand j'ai posé le pied la première fois sur ce débarcadère jouet, je me suis cru chez moi. Mais de toute cette époque déjà, je me souviens peu. Clete parlait. Je piquais la rouille du tambour et le bruit de la martelette m'empêchait d'entendre ce qu'il disait. Il est allé sur le côté nord tendre une ligne. Moi, j'avais hâte de rentrer, de retrouver l'ombre de la coursive. J'ai gravi l'escalier avec soulagement. Tout l'après-midi, j'ai retrouvé cette impression de plein été. Le phare est enfoui dans la lumière. Je sens, au-delà des énormes murs, la pression de l'espace. La porte est barrée. Les doubles fenêtres sont closes dans les 3 chambres. Je reste assis sur une marche de l'escalier adossé à la chaux. Aucune ombre ne bouge. Je croyais jadis que les tempêtes étaient effrayantes. Dans l'enthousiasme, j'envisageais très bien de m'envoler avec le phare. Mais la vraie peur apparaît quand la mer est trop calme, comme si nous dérivions. Je voudrais me rouler en boule dans un coin, non pas sur ma couchette, sur la pierre, dans un coin. Il y a 1 heure, à la renverse du courant, le vent a fraîchi. Le soleil touchait l'ouest, les pierres de l'escalier devenaient dorées, les lumières entrant par chaque lucarne parvenaient à se rejoindre d'étage à étage. Je suis monté dans la lanterne, les grandes vitres sont épaisses d'1 doigt. Dans la fente des rideaux blancs, j'ai vu passer un cormoran, le cou tendu, cap au large. L'eau filait toute vers le sud, éblouissante, en suivant le contour de gouffres minces. Même dans la chambre de veille sans fenêtre, les cuivres, les boiseries accueillent des reflets de tout cela. Je descends l'escalier, je m'arrête à chaque lucarne, je m'achemine vers d'étranges rites, je descends. À partir du 2e étage, les murs sont gluants, les marches noires d'humidité. 27 novembre, 4 heures. L'allumage se fait un peu plus tôt chaque soir. Les grandes nuits arrivent. Il ne faut plus s'inquiéter de rien. Cette dépression annoncée dans le sud et qui vient droit sur nous marque sans doute le début de la longue série. Il faut tout fermer, mettre les barres à la porte et attendre. Il y a quelqu'un en moi qui ne doit pas sortir vivant d'ici. 22 heures. Clete a peur. Il parle beaucoup trop. Je ne peux lui répondre et je le vois s'agiter de plus en plus. Il ne se rase plus. Ses cheveux sont trop longs. Il a peur de ne pouvoir mettre en route les moteurs de la sirène de brume. Il a peur des pannes. Il a peur d'une panne de radio. Il parle tous les soirs à sa femme pour dire toujours la même chose. « J'espère que ça va à l'île. Ici ça va. Embrasse bien les petits. À demain. » On ne voit plus l'île. 2 bateaux déjà se seraient perdus. La mer canonne. Les mêmes bruits que l'hiver dernier, exactement. Les mêmes cris en bas. Des grincements incompréhensibles. Derrière le panneau opaque de la cuisine, de grandes ombres passent. Clete sursaute toujours. Je ne peux pas le rassurer. Il s'occupe à aiguiser son couteau. Pendant de longues minutes, il fait glisser la lame sur la pierre à huile, dans un sens, puis dans l'autre. Il tâte le fil du pouce, puis retrousse sa manche, mouille de salive les poils de son avant-bras. La lame, passée comme un rasoir du coude au poignet, fait place nette. Il repose son couteau sur la table, me regarde satisfait. Martin, lui, utilise la première marche de l'escalier pour l'affûtage. Elle est usée. Nous avons tous les 3 le même couteau à une seule lame couleur d'ardoise, à manche de corne, avec des rivets de cuivre pour que cela ne rouille pas. Sur la lame, il y a une inscription propre à la coopérative des pêcheurs de l'île. Passé à écrire, ces heures de la nuit perdent toute consistance. J'écris debout à l'établi, le dos contre l'un des piliers de fer peints en rouge qui soutiennent la cuve à mercure et l'appareil optique. Je m'arrête souvent. Je sors sur la galerie pour observer les feux.
Je reviens m'asseoir dans le vieux fauteuil d'automobile qui nous sert de banc de car. J'écoute. Tout recommence. En venant ici, pourtant, j'espérais quitter à jamais le versant dérisoire de l'attente. Cette façon de tendre l'oreille et de retenir son souffle, l'essentiel de ma vie depuis tant d'années. À Lille, où je n'attends rien de personne, je passe des journées à guetter les bruits des pas dans le jardin du Grand Monarque, ma maison. Je pensais qu'au phare, l'attente prendrait une autre forme. Si quelque chose doit surgir, ce ne peut être que du fond de moi. Et voilà que je guette encore comme si on allait frapper à la porte. Au fond, rien ne bouge. Il ne se passera rien. Cette aventure, il y a 1 an encore. Chaque instant était le premier instant. Toutes les lignes du ciel s'organisaient autour de moi. Je ne pouvais plus vieillir. J'aimais ce moment miraculeux de l'aube, le grand silence quand le feu s'éteint, les gestes simples et beaux, l'installation des rideaux blancs autour de la lanterne, une cérémonie. Je me sentais dans le secret de la journée débutante. Maintenant, à l'aube, je n'accoste plus. J'allais ouvrir la porte d'entrée, des mouettes s'envolaient. J'allais pêcher sur le côté nord, sombre et frais, où les pierres sont couvertes d'un lichen verdâtre, les barres d'appui rongées jusqu'au cœur. Je ramenais parfois un beau lieu frémissant, silencieux, dont les couleurs changeaient à chaque seconde. Je le vidais tout de suite. Une fois, un petit palangrier est passé tout près du phare. Il y avait à son bord une fille, habillée de rouge. On échangeait de grands saluts. J'avais les mains pleines de sang. La nuit, avant de m'endormir, mon quart terminé, j'ouvrais en grand ma fenêtre pour entendre le ressac. Je ne peux plus le supporter. J'ai gardé 3 livres après tant d'années. L'album Vermeer, La jeune fille au turban. J'ai piqué cette reproduction au mur de bien des chambres déjà. Pas ici. Je n'ose même pas la regarder, elle me regarde trop. Si quelqu'un attendait de moi un signe, je ne saurais pas. Pourquoi ce livre ? À chaque descente, j'espère le laisser à terre. Je le remonte. Il est trop grand, trop encombrant. Une tache d'huile s'étale sur sa couverture blanche. Une fois, je l'ai oublié là-haut, à la fin de mon quart, à minuit. Je m'en suis aperçu alors que Martin montait déjà dans l'escalier. J'ai couru comme un fou vers la chambre de veille, sans sabots. J'ai eu le temps de redescendre dans la salle des machines et je me suis accroupi avec le bouquin derrière un moteur pour laisser Martin passer. Un autre album, moins grand. Des images d'un monastère cistercien que je ne connaîtrai sans doute jamais. Pendant des nuits, je m'y suis enfoncé. J'ai marché jusqu'à entendre des bruits de pas sur les dalles. J'ai marché dans le cloître de clarté en clarté, dans le dortoir aux fenêtres basses, dans l'église à l'heure des vigiles. La plus grande aventure du monde. Le 3e livre, des poèmes de Pierre Reverdy. Je connais ces livres par cœur. Je n'en ai pas besoin. Je ne puis les quitter. Comme s'il fallait passer par eux pour déboucher sur cette véritable solitude de laquelle il n'y a rien à dire. Dans la journée, ils sont bouclés dans ma valise en bois. 28 avril. La pluie a interrompu notre travail à l'extérieur. Toute la journée, dans le vent d'ouest, des averses, coupées d'embellis. Un temps trop incertain pour la peinture. Nous en avons profité pour nettoyer et ranger les coffres où nous tenions le matériel de rechange. Dans ma chambre, l'outillage pour le feu, dans la chambre de Martin, les pièces des moteurs et de la sirène, dans la cuisine, les balais, les brosses. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.